Culturel, bonjour et merci d'être des nôtres sur le plateau de Cultura, Laurent Mascar Ngoma, qui nous arrive avec Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur, un ouvrage paru aux éditions Meribo Foundation Publishing. Bonjour mon cher Laurent Ngoma, Mascar Ngoma. Bonjour, M. Sauvgera. Et merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Merci de me recevoir. Vous venez donc de produire Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur. Et pour dire un mot sur l'auteur que vous êtes, nous dirons que vous êtes originaire du Congo naturellement, et vous êtes chercheur environnementaliste, vous êtes ingénieur agronome et diplomate. Et en tant qu'expert et conseiller technique principal dans les programmes pays des Nations Unies et agent de développement durable de terrain depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et il faut dire que vous avez conduit plusieurs missions dans différents pays d'Europe, d'Afrique et des Caraïbes. Et vous êtes directeur exécutif régional de l'Afrique de l'Africa Climate Action Initiative. OK ? Et il faut aussi mentionner que vous occupez des fonctions d'auditeur international, où vous avez occupé donc ces fonctions et facilitateur, négociateur pour les missions d'évaluation dans les stations nucléaires. Voilà, ça justifie un peu, n'est-ce pas? Il faut dire votre posture aujourd'hui qui vous conduit à produire cette lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur. Lettre ouverte. Alors j'ai lu, il faut dire, mon cher Laurent Mascar Ngoma, votre lettre ouverte à la jeunesse africaine. Et lorsqu'on lit, finalement, lorsqu'on a fait cette brève présentation de vous, on peut comprendre, n'est-ce pas? Mais j'aurais compris peut-être à ma manière, j'aimerais bien que, ensemble, nous essayons d'échanger autour de cette lettre. Pourquoi cette lettre à la jeunesse africaine? Laurent Mascar Ngoma. Merci bien, M. Sauvgera. Une lettre ouverte à la jeunesse africaine, parce que je pense que le continent africain est à la croisée des chemins et qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent à notre continent et que nous avons un potentiel juvénile énorme. Et les statistiques nous disent que d'ici 30 ans, l'Afrique sera le continent le plus peuplé au monde. Et actuellement déjà, nous sommes le continent le plus jeune au monde. Et donc si démographiquement, l'Afrique devenait le continent le plus peuplé, cela s'accompagne de beaucoup de défis. Et que ces défis-là doivent être relevés par la jeunesse actuelle du continent. Et mes passages dans plusieurs pays africains m'ont permis de rencontrer les différentes jeunesses des différents pays, mais qui à la fin est une seule jeunesse africaine, et que les soucis sont communs. Et j'ai pensé que je pouvais écrire à cette jeunesse pour les appeler à prendre conscience des défis connus, peut-être méconnus, du continent, et également les attentes que nous, les aînés, avons et exprimons envers cette jeunesse. Voilà un peu ce qui m'a poussé à écrire cela noir sur blanc. Voilà. Alors, votre ouvrage, il faut le dire, est subdivisé en 16 parties, mais on sait que vous partez, n'est-ce pas, d'un premier mouvement qui est celui du rappel historique. Vous faites un rappel historique depuis, n'est-ce pas, la grande conférence de la Baule, il faut le dire, finalement c'était une grande retrouvaille. C'est ça votre point de départ. Vous prendre la mesure, sinon donner, n'est-ce pas, tous les tempos il faut dire, finalement, à cet appel, à cette adresse que vous faites à l'endroit de la jeunesse. Et finalement, vous parlez des 30 ans, aujourd'hui, 30 ans qui sont passés comme ça, et vous estimez que pendant les 30 ans, rien n'a été fait. Laurent Mascar Ngoma. Merci bien. Je dirais que, en réalité, le déclic est venu de l'année 2020, où le monde entier s'est retrouvé sous confinement à cause de la pandémie de Covid-19.
Et ça a été un moment de réflexion hein, pour tout le monde. Et moi, pour ma part, ça m'a permis dans ce confinement-là, de réfléchir un peu sur l'avenir du continent, qui est l'Afrique. Parce qu'à cette époque, il y avait des enjeux. Il y avait le renfermement sur soi des différents continents, le renfermement sur soi des différents pays. Et je l'ai souligné d'ailleurs dans le livre où je disais que à la fin, cette expérience m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de pays développé au monde. Parce qu'en cet instant-là, aucune nation dite développée n'était capable de trouver la solution à cette pandémie. Et qu'il fallait que les pays les plus nantis financièrement mettent des équipes techniques en place pour que la magie humaine se fasse et que des vaccins soient créés en un laps de temps. Alors que nous savons que lorsque les essais cliniques s'engagent, ce sont des processus qui prennent 7 ans et plus. Alors, donc cette période m'a permis de regarder un peu en arrière, de dire, mais tiens, 2020 à 1990, ça fait 30 ans que finalement l'Afrique s'était démocratisée. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et du coup, dans le livre, j'ai fait d'abord un premier appel où j'ai parlé des 30 premières années, la période post-coloniale, c'est-à-dire que de 1960 à 1990, là où nous sommes rentrés dans l'ère où tous les pays étaient indépendants et qu'il y avait des régimes plus ou moins monopartiques et que pendant cette période, c'était l'héritage colonial que ces différents régimes ont hérité et ont su gérer, bien ou mal. Les historiens sont mieux placés pour en parler. Alors j'ai dit que c'était les 30 premières années où j'ai pensé que l'Afrique avait raté ce rendez-vous-là. Et que le deuxième rendez-vous est venu avec l'influence de la conférence de La Baule en 1990, où il fallait que les pays se démocratisent. Je l'ai répété dans le livre, hein, je dis que bon, c'est vraiment un président français qui a sonné le glas quoi, pour l'Afrique. Oui. Okay, et que les pays se sont démocratisés, des régimes démocratiques sont mis en place, et les jeunes que nous étions à cette époque-là, avait accueilli cela avec beaucoup d'enthousiasme. Avec beaucoup d'enthousiasme, oui. Quoi. Et on a rêvé, on a vu grand. On s'est dit, mais d'ici 30 ans, l'Afrique ne serait plus l'Afrique d'aujourd'hui. Quoi. Voilà. Et donc, en 2020, cela m'a permis de refaire un peu le bilan, regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte que les promesses n'ont pas tenu le rendez-vous. On n'était pas loin de 1990 encore. Sinon, dans certaines situations, on n'était que pire que dans ces conditions-là. Et que l'Afrique, apparemment, a raté encore le deuxième rendez-vous des 30 prochaines années. Voilà. Et du coup, de la position que j'avais en 2020, j'étais maintenant quinquagénaire plein, je me disais, mais tiens, demain, l'Afrique, ce n'est plus vraiment ma génération. Il y a une génération plus jeune qui vient derrière nous. Cette génération-là, il est bien qu'on leur dise où est-ce que nous avons failli, qu'on leur rappelle, peut-être qu'ils le savent déjà, quels sont les défis du continent et quelles sont les attentes que peut-être ma génération ne dit pas clairement que nous avons envers cette jeunesse et qu'il fallait que cette jeunesse se prépare pour qu'elle ne soit pas surprise comme certaines de ma génération. Oui. Qui aujourd'hui sont dans une situation de déni total parce que quelque part, peut-être qu'ils n'ont pas eu des aînés qui leur ont dit attention, les années passent, il y a des défis, préparez-vous à y faire face. D'accord. On a toujours ce sentiment de penser que certainement beaucoup de choses n'ont pas été plus orientées ou une belle orientation n'a pas été faite. Et également, vous mettez entre les lignes ce grand sentiment, n'est-ce pas, où finalement vous pensez qu'il faut orienter aujourd'hui cette jeunesse. On en arrivera et pour l'instant, nous... Alors, dans ce rappel historique, dans ce bilan, Laurent Massaga-Ngoma, que vous faites dans ce bilan, vous parlez des pays africains qui ont finalement raté et vous en citez quelques-uns, mais vous n'allez pas loin. Vous parlez de Gondwana et on sait que le Gondwana, c'est un pays imaginaire. Et vous faites bien de le rappeler dans votre ouvrage. Alors, à ce niveau, je me suis posé la question de savoir pourquoi Laurent Massaga-Ngoma ne veut pas nous dire, n'est-ce pas, puisque c'est une adresse à cette jeunesse.
à cette jeunesse qu'on veut bien conscientiser, à cette jeunesse qu'on veut bien orienter pour ne pas retomber dans, n'est-ce pas, pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. À ce moment, pourquoi vous parlez du Gondwana que d'être plus expressif, plus précis pour, n'est-ce pas, mieux orienter, mieux édifier cette jeunesse? Oui, M. Sauve-Gérard, vous savez qu'il y a... On n'est pas dans la fiction, Laurent. On n'est pas dans la fiction, mais il est bien qu'à certains moments d'utiliser des figures de style. Parce qu'aujourd'hui, faire l'évaluation d'un pays, c'est vrai que de par ma profession, j'ai accompagné beaucoup de pays dans leur plan de développement national ou dans les stratégies de lutte contre la pauvreté. Nous faisons des programmes pour suivre un peu comment les différents pays africains fonctionnent. Mais cela, comme je l'ai dit dans le livre, cela ne me donne pas un mandat spécifique de parler d'un pays tant que je n'ai pas étudié dans les détails, fait une évaluation complète où je peux réellement présenter la situation du pays. Et que ici, je m'adresse à l'Afrique en général, et la figure de style du Gondwana a été la plus propice et qui est connue de tous et de toutes, que j'ai utilisée pour parler, mais comme on le dirait, dans son ensemble, le constat... Qui est assez caricatural et assez généraliste. C'est ça. Assez caricatural et assez généraliste. C'est ça, oui. D'accord. Bon, alors merci d'en être totalement conscient, Laurent Mascargoma. Merci d'en être totalement conscient, mais parce qu'on n'est pas dans la fiction. J'aurais bien voulu, n'est-ce pas, que l'auteur ici soit plus précis et plus, n'est-ce pas, qui ait une approche où on nous présenterait des éléments d'analyse, où finalement on peut prendre conscience des réalités de ces pays. Et je sais que entre-temps, vous parlez de l'Afrique en général. C'est ça. Parce que toute l'Afrique, n'est-ce pas, du nord au sud, partout, que ce soit du côté des Maghreb, vous dites qu'il y a eu échec total. Et à ce moment-là, n'est-ce pas, c'est à ce niveau que vous invitez cette jeunesse et finalement, et que vous faites des projections. Et c'est à ce moment que vous rentrez dans le deuxième mouvement de votre ouvrage, où on rentre dans les 5 rendez-vous, dans les quelques rendez-vous que vous nous présentez en une somme. Oui, en effet, ce que je voulais réellement exprimer, c'est de prendre cet ensemble de pays africains, mais en tout cas de tout le continent, de le présenter à la jeunesse, mais au travers des défis. Leur dire, bon, vous savez, le continent dans lequel nous sommes, voici les défis. Nous avons un continent qui est pratiquement vu comme le dernier de la classe, sur beaucoup d'aspects. On dit que vous voulez connaître les pays les plus pauvres au monde, vous les trouverez en Afrique. Vous voulez connaître les pays où il y a les plus affamés, allez-y en Afrique. Vous voulez connaître les pays où il y a plus d'instabilité politique, allez-y en Afrique. Vous voulez connaître les pays qui sont dans le sous-développement absolu, allez-y en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a de la caricature et beaucoup d'éléments qui présentent l'Afrique comme un sous-continent. Alors que dans certains aspects, la réalité est différente. Nous en arriverons, puisque vous nous présentez tout un chapelet, n'est-ce pas, des acquis de l'Afrique qui, ma foi, devaient se présenter comme des avantages, n'est-ce pas, à l'endroit, comparativement aux autres continents, comparativement aux autres environnements. Et malheureusement, ces acquis sont aussi la cause de tout l'échec que vous mentionnez. Alors, Laurent Mascargoma, lorsque vous arrivez à ce niveau, vous prenez là encore une fourchette de 30 années sur laquelle vous faites des projections. Et vous estimez que dans 30 ans, l'Afrique aura avancé si, et seulement si, il faut le dire, que cette fourchette finalement de propositions que vous faites est plus ou moins, n'est-ce pas, prise en compte. Et vous estimez à ce niveau que finalement, il faut dire, les propulsions doivent aller de 30 ans, puisque vous avez parlé post-colonial, 30 ans, conférence de la Baule jusqu'à 2020, 30 ans, et là, vous prenez encore une fourchette de 30 ans. Oui, c'est ça. Sûrement, c'est la pandémie de Covid qui est venue faire la répartition. Voilà pourquoi dans le livre, je parlais de la covidisation de l'Afrique. Et que pour moi, les 30 prochaines années,
si la jeunesse du continent pouvait prendre à bras le corps les défis du continent et que les conditions soient créées pour que cette jeunesse prenne conscience et participe au développement du continent, les choses pourraient changer. C'est-à-dire que dans la projection que j'ai faite pour les 30 prochaines années, je l'ai divisée en 3 phases de 10 ans, 10 ans. 10 ans, 10 ans. Voilà. Donc je me dis qu'entre 2020 et 2030, c'est la phase où la jeunesse africaine devait comprendre les défis de l'Afrique, mieux comprendre l'identité de l'Afrique, mieux comprendre la position de l'Afrique et comprendre également à quoi l'Afrique ferait face d'ici 30 ans, donc 2050, qui est le cap. Pendant 10 ans, il est bien que cette jeunesse-là soit sensibilisée, informée, formée et regardée. La première décennie. La première décennie. Okay. La première décennie, c'est vraiment un travail de conscience, de sensibilisation, d'information et de formation, qu'ils comprennent le continent, qu'ils comprennent les enjeux, qu'ils comprennent de quoi nous sommes faits. Et que même, je le disais, que quand ce livre était envoyé à la publication, c'était un gros livre de à peu près 300-400 pages, parce que son titre était l'Afrique à la croisée des chemins. Et quand l'éditeur a vu qu'il y avait une partie où je m'adressais à la jeunesse, il a proposé que cette partie-là fasse l'objet d'un livre détaché. Et que donc l'autre livre qui va paraître bientôt, si Dieu nous fait grâce, parle des solutions que je propose pour cette jeunesse-là. Et dans ces solutions-là, je parle par exemple du système éducatif, formel et informel. Comment la jeunesse devait être préparée à faire face à ce genre de défis. Donc pendant les 10 premières années, c'est de voir comment aider cette jeunesse-là à se repositionner, à se comprendre et à voir quels sont les défis. Et ensuite, la deuxième décennie sera maintenant le processus de mise en place. C'est un peu le processus de transformation. C'est-à-dire que ce qu'ils ont appris pendant les 10 premières années, ce qu'ils ont acquis comme connaissance, ils vont commencer à l'appliquer entre 2030 et 2040. Et qu'en 10 ans, sur la base du programme existant, ils sont capables de faire des merveilles, parce qu'on le voit déjà d'ailleurs. Hein. Il faut avouer qu'en Afrique, il y a un incroyable talent, si je peux le dire, et que les initiatives juvéniles sont multiples. Et moi, je les appelle, c'est une génération de génies. Et qu'ils devaient utiliser ce capital, ce génie-là, pour faire de la transformation pendant 2030 et 2040. Et enfin, la dernière décennie qui serait la décennie 2040-2050, ça sera vraiment la décennie de la manifestation où réellement le continent africain prendra son rang de leader mondial, non seulement démographiquement, mais aussi avec les ressources humaines qui seront composées des jeunes qui, pendant les 25 dernières années, seront préparés à être des citoyens d'un continent qui serait leader mondial. Voilà un peu comment. Dans la deuxième décennie, Laurent Mascangoma, vous parlez du rendez-vous, du donner et d'apprentissage. Vous ne parlez pas du rendez-vous, du donner et du recevoir, mais vous insistez sur, n'est-ce pas, le concept d'apprentissage. Tout à fait. Oui, simplement parce que aujourd'hui, vous l'avez dit, je ne peux donner que ce que j'ai appris. Si je peux écrire quelques lignes dans ce livre, il y a beaucoup de mon expérience là-dedans, de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris hier. Et je suis capable de le transmettre aux autres. Et donc, la deuxième décennie, en réalité, c'est une décennie de mise en œuvre. Et que dans la mise en œuvre, c'est par l'erreur qu'on apprend. Et qu'on apprend ce qui a réussi, ce qui ne réussit pas. On essaie de répéter les modèles des autres. On essaie de les adapter au rythme africain. Donc c'est vraiment une décennie où on serait en train de mettre en place des stratégies, des choses, mais en même temps, on est en train d'apprendre ce qui marche et ne marchera pas. Pour qu'à la dernière décennie 40-50, ça sera réellement la mise en œuvre complète et la gloire. Pour que le positionnement du continent se fasse réellement. Lettre ouverte à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur, c'est l'ouvrage, n'est-ce pas,
que nous emmène Laurent Mascar-Ngoma sur le plateau de Cultura. Alors, je vais vous inviter, Laurent Mascar-Ngoma, à nous donner lecture d'un extrait de votre lettre et nous en ferons le commentaire. Merci bien. Je crois que j'ai choisi un extrait à la page 115. Très chère jeune africaine, très cher jeune africain, il est temps pour vous de comprendre que les difficultés font partie de la vie et que les hommes sur terre sont appelés à les résoudre. Partout il y aura des hommes, tant que la terre tournera et que le soleil brillera, les êtres humains seront toujours appelés à réagir et à résoudre les problèmes de leurs contemporains, pourvu que les dits problèmes leur soient posés clairement. J'ai choisi cet extrait pour rappeler à la jeunesse que cette lettre ouverte, c'est pour leur faire un appel à poser clairement le problème. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un mouvement vers l'avant, pour qu'il y ait déclenchement de ce processus, où je leur disais que ceux qui dormaient devaient se réveiller, ceux qui se réveillaient devaient s'asseoir, ceux qui étaient assis devaient se lever, ceux qui étaient levés devaient commencer à marcher, et ceux qui marchaient devaient commencer déjà à courir, ceux qui couraient devraient s'envoler. En réalité, c'est pour leur dire que peu importe l'endroit où ce jeune homme, où cette jeune, ou ce jeune africain ou africaine est, c'est le moment de poser clairement les problèmes. Parce que je crois que les constats ont été faits. Des éminents chercheurs, des éminents écrivains ont posé les problèmes de l'Afrique. Les défis sont connus, où chacun sait qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui devait être fait. Et maintenant, pour chaque jeune, le souhait serait que chacun des jeunes puisse poser clairement le problème, qu'il comprenne où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il peut se projeter sur 5 ans et savoir réellement qu'est-ce qu'il veut? Et que le problème qu'il peut identifier dans sa vie personnelle, mais aussi dans la vie de sa nation ou du continent, est-ce que clairement il peut savoir quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour résoudre ce problème? Parce qu'on en parle, les problèmes de l'Afrique, les problèmes des nations africaines, mais est-ce que le problème peut être posé clairement, le comprendre et ensuite trouver des solutions à ces problèmes-là? C'est à ça que j'appelle toute la jeunesse africaine, à cette réflexion-là, pour qu'ils deviennent des acteurs, parce qu'ils ne peuvent pas devenir des acteurs capables d'apporter des solutions s'ils ne comprennent pas le problème, si le problème n'est pas posé clairement et qu'ils ne sont pas capables de trouver des solutions. Donc c'est le leur où les défis auxquels le continent, les nations africaines font face aujourd'hui sont des défis qui les concernent et qu'ils doivent les comprendre, ensuite se positionner, peu importe là où ils se retrouvent, qu'ils soient capables de dire à mon niveau, pour ma propre vie, voici là où je suis, mais est-ce que je dois tomber dans le doute, dans le négatif, dans l'illusion? Est-ce que je dois m'abandonner? Est-ce que je dois être en colère contre un système? Est-ce que je dois être en colère contre un continent? Est-ce que je dois l'abandonner pour aller sur la Méditerranée? Est-ce que je ne sers plus à rien? Il me reste que me tuer, donc je peux faire tout ce que je veux? Non, il faut qu'ils prennent le temps de réfléchir et de se dire, tiens, peut-être qu'il y a une issue. Et c'est à cela que je les invite, parce que en face des défis que nous avons, du manger, du boire, de s'éclaircir, 10 milliards d'habitants sur Terre, donc les plus nombreux seront en Afrique, et qu'aujourd'hui, certains de nos pays, un peu comme le Congo, nous sommes pas loin de 500 milliards de francs CFA à l'année pour importer de la nourriture. Quelque part, on se dit, mais tiens, il est temps qu'on puisse dire à ceux qui viennent après nous quels sont les défis qui les attendent, pour que ça ne soit pas l'histoire de ce jeune homme qui blâmait ses parents, qui disait, vous êtes de mauvais parents. Quand je faisais ces erreurs, pourquoi vous ne m'avez pas blâmé? J'étais enfant. Maintenant que j'ai grandi, tout le monde me dit que je suis mal élevé. C'est votre faute. Et donc je crois que
nous, les aînés, on devait associer cette jeunesse pour leur dire ce qui les attend demain. D'accord. Alors, vous écrivez ceci, Laurent Mascar-Ngoma. Vous écrivez ceci déjà, à la page 59. L'être humain est appelé à se renouveler chaque jour et à se développer personnellement sur plusieurs plans. C'est ce qui rend l'expérience plus agréable sur Terre. Sur ce point, les scientifiques affirment que l'organisme humain se rajeunit de jour en jour à travers la production d'environ 20 milliards de nouvelles cellules par jour. La jeunesse est donc éternelle. Cela dépend du mode et des conditions de vie que chacun mène sur Terre. Tant que nous sommes en vie, nous croissons et nous vieillissons jusqu'à ce que chacun meure un jour. En général, la jeunesse est qualifiée et distinguée par les caractéristiques suivantes. J'en arrive. Elle est ambitieuse et fougueuse. Et donc, ce qui concerne la jeunesse africaine, nous attendons d'elle qu'elle ait de l'ambition. Et cette ambition doit être accompagnée d'une certaine fougue de fonceur. Je m'arrête là, Laurent Mascar-Ngoma. Estimez-vous que la jeunesse actuelle manque de fougue, manque d'ambition et manque de vision? Je ne pense pas. Comme je l'ai dit dans mes propos tout à l'heure, il est bien de reconnaître qu'il y a une catégorie de jeunes Africains qui sont réellement en train de défendre les couleurs du continent, honorablement. Les initiatives privées de la nouvelle génération sont en train d'être multipliées. Et que ça, c'est déjà un appel de pied où ces jeunes ne demandent que d'être accompagnés et conseillés. Ils ont pris l'initiative de le faire. Et le souhait serait que les autres jeunes les suivent. Parce que réellement, à côté de ces jeunes qui ont fait le choix de la conscientisation, de se prendre en charge, d'essayer quelque chose, il y a peut-être un autre groupe qui pense que nous croisons les bras, nous attendons que les parents le fassent pour nous. Nous croisons les bras, que les politiques le fassent pour nous. Nous attendons, si nous souffrons, c'est eux. Ils n'ont pas cette démarche de jeunesse qui, comme je l'ai dit, la jeunesse est ambitieuse parce qu'on pense à l'avenir. Et je crois que je l'ai dit quelque part, l'avantage de cette jeunesse est qu'il y a deux miroirs. Il y a le miroir d'hier et le miroir de demain. Hier, on peut regarder, on dit où est-ce qu'on était. Aujourd'hui, on est dans le présent, mais qu'est-ce qu'on veut pour demain? Il est bien que ces jeunes-là aient cette ambition. La fougue et le caractère de fonceur n'est que juvénile. En réalité, il est bien qu'un jeune, qu'une jeunesse soit fougueuse, qu'elle soit ambitieuse. Parce que la jeunesse, c'est la période de la vie de l'apprentissage. C'est la période où les erreurs sont autorisées et les erreurs sont objets d'apprentissage. Et c'est là où je dis qu'il est bien pour cette jeunesse. Il faut apprendre de ses erreurs. Tout à fait. Oui, et que le temps leur est donné de le faire. Ils peuvent tomber et se relever. Ils sont forts. C'est pour ça qu'on les appelle de jeunesse éternelle, donc la jeunesse. Alors, vient de paraître La poésie congolaise en mouvement, un ouvrage de Noël Kodiaramata, qui finalement fait et présente une analyse de 20 auteurs, n'est-ce pas, de 20 poètes congolais. Et l'ouvrage est paru aux éditions Langlois-Cécile, LC, et disponible bien sûr le marché. En tout cas, je vous le recommande, n'est-ce pas, de prendre connaissance ou de vous imprégner, n'est-ce pas, de cette analyse ou de ces analyses qui portent sur 20 auteurs congolais. Merci donc Laurent Mascar-Ngoma pour, n'est-ce pas, de répondre à cette invitation de Cultura. Et c'était, nous avons là échangé autour de lettres ouvertes à la jeunesse africaine pour bâtir l'Afrique du futur. Vous faites le bilan, n'est-ce pas, des années passées et vous faites beaucoup de projections autour de cet ouvrage. Merci donc d'avoir répondu à cette invitation. Merci de m'avoir invité. Voilà, merci pour toutes ces contributions, amis culturels. Ainsi, nous prenons congé de vous. Nous vous disons merci pour votre attention. En tout cas, passez un très bon week-end dans vos foyers respectifs et à très bientôt, samedi 14h30.